Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er avril, il est 13 heures et vous êtes dans la session de la Convention des territoires 2021 de la SFEN en partenariat avec le GIFEN, session consacrée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Après notre table ronde très enrichissante de tout à l'heure sur l'énergie et l'environnement, nous parlons maintenant emploi, formation et innovation. Je vous présente nos intervenants. Laurent Glès, directeur du site Framatome du Creusot, Isabelle Logerette de l'UIMM Saône-et-Loire, Jean-François Debost, directeur du pôle de compétitivité Nucléaire Valley. Cette table ronde sera introduite dans quelques instants par Jean-Claude Lagrange, vice-président de la région en charge du développement économique. Mais tout de suite, voici notre traditionnel mot d'accueil du président du groupe régional de la SFEN. Et nous avons le plaisir de retrouver Régis Baudrillard. Rebonjour Régis. Bonjour, donc bienvenue à cette nouvelle session. Quelques mots sur la SFEN quand même. La SFEN est une association à but non lucratif créée en 1973, qui est une société savante et qui a la volonté d'éclairer le débat autour de l'énergie nucléaire. Alors c'est plus de 3600 adhérents que nous avons aujourd'hui dans cette association, une communauté composée essentiellement d'ingénieurs, chercheurs, médecins, enseignants, dont environ 25% ne sont pas liés directement au nucléaire. Alors c'est un lieu d'échange et de débat où on peut confronter nos points de vue, et puis on a une grande exigence dans l'ADN de la SFEN, c'est la rigueur scientifique. Alors les groupes régionaux, là vous êtes effectivement au groupe régional Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'un des 18 groupes régionaux que compte la SFEN qui, dès son origine, a voulu ainsi qu'au plan régional on puisse organiser des événements, des conférences, des visites, tournées notamment vers le grand public. Alors nous avons en Bourgogne-Franche-Comté 370 adhérents et nous avons organisé un certain nombre de visites, par exemple Flamanville, le chantier de l'EPR, et ce évidemment avant la crise sanitaire, voir la visite de l'installation de recherche sur la fusion contrôlée ITER en PACA. Et puis nous avions prévu de visiter en 2020 le centre de stockage de l'Aube. Malheureusement, les événements ne nous ont pas permis de le faire et on prévoit de refaire ça, j'espère, cette année, voire l'année prochaine. Côté conférences, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons plutôt des conférences qui sont liées aux problématiques du changement climatique, aux enjeux des systèmes énergétiques en termes d'impact sur le climat. Alors, nous avons un certain nombre d'autres activités. Nous publions un bulletin mensuel afin de maintenir le lien entre les adhérents et les sympathisants, et une action d'information spécifique vis-à-vis des jeunes à travers deux clubs de jeunes sociétaires, des classes d'ingénieurs de l'ENSAM de Cluny ou de l'ESIREM de Dijon. Évidemment, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait à nous rejoindre pour partager et débattre et apporter donc les réponses les plus pertinentes aux questions sociétales sur l'énergie et ses enjeux économiques, sociétaux et climatiques. Alors vous avez devant vous aussi une carte qui représente les caractéristiques de notre région en termes d'organismes et d'établissements qui y sont implantés. Alors c'est ce qui a été dit d'ailleurs ce matin par Yves Chevillon, c'est 10 000 emplois directs ou indirects qui sont générés par les activités nucléaires au travers de nombreux établissements et nombreuses organisations. Alors vous avez sur cette carte en bleu, les petits carrés bleus représentent le nombre d'entreprises dans chaque département. Alors vous y retrouvez effectivement les entreprises qui sont en Saône-et-Loire ou sur le territoire de Belfort, voire sur Dijon. Vous avez aussi sur cette carte les différents centres de médecine nucléaire. C'est effectivement un axe aussi de discussion que nous avons à la SFEN. Et il y a effectivement en Bourgogne-Franche-Comté de nombreux centres. Je citerai le centre Georges-François Leclerc à Dijon, par exemple, ou le centre hospitalier d'Auxerre. Alors, effectivement, nous avons cette cartographie et pour, je dirais, ajouter à cela, nous avons aussi sur notre territoire à Dijon
l'autorité de sûreté nucléaire qui a une direction implantée, qui est la direction des équipements sous pression, l'ancien BCCN, Bureau de contrôle des chaudières nucléaires. C'est pas évidemment un hasard que ça soit ici. Euh, alors en termes de formation, c'est important effectivement de rappeler que pour avoir un territoire d'excellence en métallurgie, il est nécessaire d'avoir un effort important sur la formation. On y reviendra, je pense, lors de cette table ronde. L'une des composantes toutefois dont je voudrais parler, c'est le campus des métiers et des qualifications qui est porté par le pôle nucléaire Vallée. C'est important, ça associe des industriels, des écoles d'enseignement supérieur et l'Institut Images des Arts et Métiers. Il y a aussi des actions de formation qui sont menées par Framatome, je pense qu'on y reviendra aussi. Et puis un point aussi très particulier, c'est que si on n'a pas de CNPE sur le territoire, nous avons aussi le CETI, qui est le centre d'entraînement ou d'expérimentation des techniques d'intervention sur chaudière, qui est une plateforme importante de formation et d'entraînement pour tous les exploitants de centrales nucléaires de type réacteur à eau sous pression. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire avant de vous laisser la parole pour cette deuxième table ronde. Très bien, merci beaucoup Régis Baudrillard. Jean-Claude Lagrange, vous êtes vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge du développement économique et vous nous faites la grande amitié d'introduire cette table ronde emploi, formation, innovation. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à mes partenaires de cette table ronde en guise d'apéritif. Après une table ronde qui finalement est très complémentaire, parce que personne n'étant parfait, je suis également élu du secteur Le Creusot-Mousseau-les-Mines, et avec Frédéric Bernard et notamment la communauté urbaine, nous portons ce projet aujourd'hui Calypso qui s'appelait à l'époque Excalibur, comme quoi, vous voyez, on a peur de rien dans cette région et dans ce territoire pour mettre en avant l'innovation. Parler dans cette table ronde d'emploi, de formation et innovation, c'est évident parce que j'irais même un peu plus loin en termes d'emploi, jusqu'à dire que cette filière industrielle, avec le nombre important d'entreprises qu'elle représente, comprend, à mon avis, plus de 12 000 emplois. Ça veut dire que dans les débats actuels qu'on peut avoir sur l'évolution, la transition énergétique, etc., on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, gommer, et surtout pas dans mon discours, ce qui est la force industrielle d'une région, à côté d'autres composantes thématiques que sont l'automobile, etc., souvent d'ailleurs qui sont complémentaires, puisque j'ai vu que dans la précédente table ronde, on parlait d'hydrogène. Ce matin, j'ai ouvert le premier anniversaire du club hydrogène. Et là, on s'aperçoit, comme ça a été dit avec l'intervenant de General Electric, que tout est assez lié et que le nucléaire n'est pas à détacher de ces problématiques de transition énergétique et de nouvelles énergies autour de l'hydrogène. Donc je disais effectivement de nombreux emplois, avec, je salue le représentant de Framatome, la plus importante, qui fait qu'effectivement la région Bourgogne au départ, très vite associée à la Franche-Comté, puisque vous en avez même le drapeau derrière moi, est forte de sa filière d'équipementier mécanique, de sa filière métallurgique, et ça veut dire que ce sont des emplois qui sont importants pour la filière nucléaire, mais également dans d'autres domaines d'activité. Et c'est très logiquement que depuis de nombreuses années, ce pôle nucléaire de Bourgogne, devenu aujourd'hui Nucléaire Vallée, et je salue son directeur, avec qui nous travaillons beaucoup pour le développement lié à son cahier des charges. La région Bourgogne, aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté, soutient financièrement, mais pas seulement, le développement de cette filière. Donc la question qui se pose, je ne reviendrai pas sur la carte qui a été présentée, on voit bien que c'est effectivement une vraie filière de la grande région, du Creusot à Châlons, en passant par le Nord-Franche-Comté et en revenant à Montbard avec Vallourec, avec tous les centres de recherche universitaires. On a vraiment ici un écosystème qui est très favorable et notre rapprochement avec la région Aura est très bénéfique, je pense, pour conforter cette filière d'excellence et
et d'indépendance énergétique pour la France. Je pense que c'est une filière indispensable et d'avenir. Donc pour ce qui concerne la formation plus particulièrement, le président vient d'évoquer le campus des métiers qui devra se mettre en œuvre avec les rectorats, mais je laisserai sans doute Jean-François Debost en parler. Je crois, je le disais, on a ici un système de formation performant autour des IUT, de l'ENSAM, de l'Université de Bourgogne, ça a été bien évidemment évoqué tout à l'heure, et aussi avec l'UTBM. Donc on a un besoin aussi de répondre aux difficultés de formation. Isabelle Laugerette en parlera pour ce qu'elle fait, ce qu'elle peut proposer avec l'UVMM et avec les entreprises. Mais on a vraiment un grand besoin d'attaquer cette question de la formation, notamment parce qu'on a des demandeurs d'emploi, malheureusement, mais on a aussi des besoins de travailler, je le dis comme ça, avec nos voisins de Centre-Val de Loire sur des modules de formation par rapport au grand carénage, par exemple. Et puis surtout, on a besoin de travailler sur la montée en compétences de certains opérateurs, et puis également répondre à des difficultés de recrutement dans des spécialités qui vont sans doute être évoquées, soudeurs, régleurs, décolleteurs, outilleurs, des métiers à forte valeur ajoutée dans un secteur qui ne se permet pas de travailler sans des conditions très importantes de niveau de qualification. Donc c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, je pense que le représentant de Framatome va le dire, puisque c'est un des grands employeurs et qui recherche actuellement des opérateurs. Donc voilà, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi aujourd'hui et demain. La région, pour aller assez vite, est prête à affronter ces nouveaux enjeux. On parle beaucoup de transition écologique et énergétique. J'ai parlé de la question hydrogène. Il y a des axes à travailler sur cette fabrication, assemblage de modules hydrogène et nucléaire. Ça a été précisé avec les représentants tout à l'heure pour ceux qui l'ont écouté de General Electric. Et là, on a vraiment besoin d'améliorer toujours cette filière au titre de sa modernisation pour la compétitivité, mais aussi pour par l'innovation. Et la région est à côté de l'IUMM, du CETIM sur ce qui concerne les programmes industrie du futur. Donc c'est pour vous dire que les formations, l'innovation sont des questions prégnantes à la région pour cette filière comme pour d'autres. Mais moi, ce n'est pas parce que je suis creusotin de cœur, même si je suis plutôt montcelien, pour ceux qui connaissent la communauté urbaine, je pense que c'est une filière qui a encore et pour longtemps de l'avenir et qui est porteuse d'emploi. Donc voilà pourquoi la région, avec d'autres thématiques à soutenir, j'ai parlé de l'hydrogène et de la décarbonation, ça a été évoqué, est à l'appui des industriels et du monde de la recherche. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lagrange. Cette table ronde va se dérouler en 2 étapes sur le modèle des précédentes. Nous allons entendre chacun de nos 3 intervenants et ensuite je leur transmettrai les questions et les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de conversation de cette plateforme. N'hésitez pas à contribuer ainsi au débat. Nous ouvrons cette table ronde avec Laurent Anglès, directeur du site Framatome du Creusot. Laurent Anglès, vous allez nous faire un point sur la situation de votre unité, sur la vision globale que vous avez du secteur, de la filière, et puis surtout nous parler des compétences dont vous avez besoin aujourd'hui, dont vous aurez besoin demain, de vos modes de recrutement, de transmission du savoir, ce qui est très important également. Laurent Anglès, nous vous écoutons. Bonjour. Ok, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi peut-être avant vous décrire un peu l'environnement de Framatome, celui de Framatome en France, en Bourgogne-Franche-Comté, et après plus spécifiquement au Creusot. Framatome est un leader international dans le domaine de l'énergie nucléaire, plus de 60 ans d'expérience. C'est une société qui conçoit, installe et maintient des centrales nucléaires à travers le monde. On intervient sur plus de 100 réacteurs et maintenant même 350 avec les différentes acquisitions. Dans un marché reconnu, fabrication donc de la partie combustible, fabrication des composants, instrumentation, contrôle de commande, maintenance et évolution générale.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Framatome est assis sur un marché en plein essor, le marché du nucléaire. Comme vous le savez, lors de la visite présidentielle, d'ailleurs en fin d'année dernière, l'enjeu pour le pays et la souveraineté de ce domaine a été exprimé. Et vous l'avez également rappelé, c'est vrai à l'échelle mondiale. Framatome, c'est 14 000 personnes dans le monde, à peu près 8 000 en France, 2 500 en Bourgogne-Franche-Comté. Et depuis les 2 dernières années, c'est une évolution par recrutement d'à peu près 1 000 salariés en France par an. L'année dernière, pas loin de 400 à 450 embauches ont été faites dans la partie Saône-et-Loire sur les plus de 800 qui ont été faites en France. Si on prend l'exemple de 2021, nous allons aussi tourner autour d'à peu près 400 embauches. Les métiers que nous avons aujourd'hui sont des métiers extrêmement pointus, pour lesquels on cherche des compétences de tout niveau, mais on a aussi d'énormes capacités d'intégration et de transmission des savoirs. Nous avons aujourd'hui des fonctions d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers. Nous avons des chaudronniers, des usineurs, des forgerons, des gens de la métallurgie, des gens de laboratoire, des conduites de projet, des responsables d'industrialisation, des hommes des systèmes de qualité, des hommes du système de maintenance. Nous travaillons beaucoup aussi en calcul numérique, de nombreux projets dans les prochaines années. Et ce sont tous ces fonctions que nous cherchons à recruter et à développer. Et je dirais plus que recruter, c'est une culture, une culture d'entreprise, c'est une faculté de mise en œuvre, c'est une âme, c'est une intégration que l'on vise. Et je ne citerai que l'exemple des semaines d'intégration dans lesquelles les nouvelles promos arrivent et s'intègrent au minimum à raison de 5 jours complets, consécutifs, pour échanger entre eux sur le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la qualité, du social, des compétences, de la technique, de l'information, et aussi pour comprendre les mécanismes d'intégration dans une entreprise, de travail, de coopération. Nous insistons beaucoup aussi sur l'intégrité, sur la bienveillance, sur la transparence et sur la culture du progrès. Voilà. Et j'y reviendrai par la suite. Si on est sur les modèles de transmission de savoir, mais je pense que des questions reviendront par la suite, je crois qu'on est aujourd'hui à un stade où on entretient les pratiques du passé et on a aussi toutes celles du futur et du présent. Celles du passé, on peut rappeler quand même il y a plus de 200 ans d'histoire sur le site du Creusot, que j'ai le plaisir de diriger. Ces 200 ans d'histoire, c'est un ensemble de fours et de forges et de presses, mais aussi de machines à usiner, de grandes dimensions, avec des fraiseuses, avec des tours. On a comme d'habitude l'intégration et la transmission de savoir par compagnonnage, côte à côte, par exemple, par essai, par test, puis par autonomie progressive jusqu'à devenir complètement autonome, et pour certains experts. Et nous avons aussi développé des modules de compagnonnage, des exercices à thème, des simulations qui peuvent être techniques ou numériques. Vous pouvez être comme dans un bureau virtuel et avoir face à vous un certain nombre de situations qui ne se produiraient peut-être pour vous qu'une fois tous les 5 ans et qu'on est à même de vous montrer, de simuler pour voir les différentes capacités d'anticipation ou de réaction face à des process, face à des mesures physiques, face à des observations. Voilà. En première intervention, je crois que j'en resterai là, parce que je sais que ces thèmes en général sont captivants. Je crois que nous avons la chance d'être sur un marché en plein essor, de réussir à capter des publics intéressants, et nous ne souhaitons pas en rester là et continuer sur cette belle dynamique. Voilà, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Laurent Gless. Nous vous gardons évidemment avec nous pour que vous répondiez aux questions des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Nous écoutons maintenant Isabelle Logerette, secrétaire générale de l'UIMM Saône-et-Loire. Isabelle Logerette, vous allez nous donner le regard de votre syndicat sur la filière nucléaire
en Bourgogne-Franche-Comté, avec une analyse sur les métiers structurellement en tension, les problématiques d'attractivité du territoire, les attentes des entreprises et l'impact des innovations technologiques sur les formations. Isabelle Laugerette, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Donc merci à vous. Effectivement, je reviens sur ce que disait Laurent Anglès à l'instant. Effectivement, on est sur une filière qui est en plein essor aujourd'hui avec une vraie dynamique. Mais il faut juste, en 2 mots, malgré tout, se rappeler de ce qu'a été cette filière pendant longtemps. Pendant 15 ans, c'est une filière qui a quand même énormément eu de difficultés, qui a rencontré des accidents très très importants qui l'ont marqué durablement. Et ces 15 dernières années ont été des années à rebondissement pour cette filière, où il a fallu gérer justement la problématique compétences. Et aujourd'hui, la difficulté que rencontrent les entreprises, une des difficultés majeures et un défi majeur que rencontrent les entreprises de la filière, ce sont les compétences. En fait, cette filière court toujours après à récupérer ce retard en termes de compétences qui ont été ce retard dû à ces 15 années difficiles, ces années dernières. 2 GPEC ont été menés donc dans la filière ces dernières années pour justement identifier les besoins en compétences et surtout faire une sorte d'alerte, une sorte de claque, on va dire ça comme ça, auprès des dirigeants qui pendant longtemps n'ont pas vu qu'il y avait cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que, et comme je le disais tout à l'heure, la filière était en difficulté. Et donc, les donneurs d'ordre et les sous-traitants ont laissé partir des compétences, des départs en retraite qui n'ont pas été remplacés, des investissements qui n'ont pas été faits aussi à une époque. Et donc, quand la filière a redémarré, bien entendu, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu très rapidement trouver des compétences pour pouvoir répondre aux besoins donc des donneurs d'ordre et des clients. Donc ces GPEC ont permis de mettre en lumière, les 2 qui ont été faites à quelques années d'intervalle, ont permis de mettre en lumière les besoins en compétences sur des métiers très pointus, comme le disait Monsieur Glès tout à l'heure, des métiers qui ne s'apprennent pas en quelques jours, où il faut un temps de formation, un temps d'adaptation, un temps de transfert de compétences en certains cas, qui peut être très très long. Donc les métiers sont toujours les mêmes. De toute façon, on retrouve structurellement les mêmes métiers en tension, que ce soit des usineurs, que ce soit des soudeurs, des techniciens de maintenance, véritablement des besoins très très importants. Donc ces métiers-là sont de façon structurelle, de façon récurrente en tension. Les crises que l'on a connues donc ces dernières années ont fait émerger également des besoins, peut-être de façon en termes de volume moins important, mais malgré tout des besoins importants en R&D, en méthode, parce que quand la production était moins importante, eh bien les dirigeants se sont reportés sur d'autres métiers pour justement penser au développement de leur entreprise. Ce que l'on évoque moins souvent, ce sont les encadrements intermédiaires. Donc les chefs d'équipe, les responsables d'équipe, la maîtrise, les responsables intermédiaires. Donc on les évoque moins souvent, mais malgré tout c'est un besoin important et il est en général relativement compliqué, difficile de trouver ces compétences-là. Donc très vite, les dirigeants nous ont orientés, nous au niveau de la branche, sur la problématique compétences. Donc on sait que cette filière-là est très très marquée par ça et qu'elle marque l'ensemble du territoire, parce que la filière étant extrêmement importante dans le territoire, bien entendu, ces métiers-là sont les métiers nécessaires pour la filière, mais ils le sont nécessaires pour l'ensemble de l'industrie métallurgique en général. Donc nous, les dirigeants, on les a beaucoup interrogés sur leurs besoins au-delà des compétences, qu'est-ce qu'ils attendaient et notamment comment intégrer ces personnes dans les entreprises. Et en fait, ce qui ressort énormément, la première demande d'un dirigeant aujourd'hui, c'est le savoir-être. Donc ça, c'est véritablement une nécessité absolue, parce que pour l'intégration qui a été évoquée aussi tout à l'heure, l'intégration nécessaire, éviter les conflits intergénérationnels, enfin toutes ces difficultés-là que rencontrent les entreprises quand ils intègrent assez massivement donc de nouvelles personnes, le savoir-être est extrêmement important. Donc ce qu'on nous demande, c'est beaucoup ça, des gens motivés qui ont envie. Je dirais que les profils, il n'y a pas de profil type au départ. Les entreprises sont prêtes à prendre des personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent de tout univers, de toute formation, de toute compétence, mais par contre avec une véritable envie donc d'intégrer ces métiers, de se former, d'intégrer ces entreprises, d'intégrer la culture de l'entreprise, ce qui est effectivement très important. Ce dont nous souffrons aujourd'hui pour attirer justement ces compétences, c'est effectivement un problème d'attractivité. Donc cette attractivité, elle est relativement faible à différents niveaux. Alors la région Bourgogne-Franche-Comté, il faut très clairement se le dire, ne fait pas toujours rêver, bien qu'on ait malgré tout de beaux atouts, mais on a une forte ruralité malgré tout de certains bassins d'emploi.
Montbard, le Creusot, Châlons, le Charolais, enfin tout ça, ça peut être très sympathique, mais malgré tout, c'est pas forcément ce qui va attirer de jeunes talents. La région n'est pas forcément si connue que cela en termes d'industrie, malgré tout. Bien qu'on soit une industrie forte, qu'on ait une industrie forte, elle n'est pas forcément identifiée comme telle auprès des jeunes notamment. Et les métiers de l'industrie, eh bien, il faut se le dire, pendant longtemps n'ont pas été forcément très attractifs pour les jeunes, qui avaient une image parfois assez désuète de ce que sont les métiers industriels et des entreprises. Souvent, on nous identifiait la métallurgie ou l'industrie comme étant sale, bruyant, pas de carrière, pas de femmes, enfin voilà, tous les belles images que l'on peut avoir. Et puis, on a également énormément de PME, beaucoup de sous-traitants, donc les PME sont pas très visibles et souvent rurales. Donc là aussi, en termes d'attractivité, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, on souffre encore toujours, d'ailleurs, malgré tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres, de cette problématique d'attractivité globale sur l'ensemble de nos métiers et de la région. Alors qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits, à la fois par les coms d'agglo, à la fois par les institutionnels et par les entreprises qui font énormément pour se rendre plus attractives. Sur la partie formation, alors là, il y a quand même on a de beaux outils, on a de belles structures, on a tout niveau, voilà, au niveau de l'industrie, au niveau de la métallurgie, de la formation telle qu'elle peut être faite à la fois en formation initiale, en formation par apprentissage, en formation alternance, perfectionner également donc les salariés, donc pour les amener au niveau attendu. Donc on a des centres d'apprentissage qui sont très performants aujourd'hui. Donc tout ça devrait permettre aussi donc de revoir les choses, mais on sait très bien que jusqu'à maintenant, dans ces sections industrielles, les établissements scolaires, les IUT, les CFA ont énormément de mal à remplir la section parce que justement l'attractivité sur ces métiers est parfois difficile à avoir. Heureusement, l'image de l'industrie est en train d'évoluer très fortement et ça c'est vraiment très nouveau et c'est très positif. On se rend compte depuis, je dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment très récent. On a eu l'impression pendant des années de prêcher dans le désert quand nous allions évoquer dans les établissements scolaires, dans les quartiers, enfin tous les moyens que l'on a utilisés pour communiquer. Donc de montrer l'industrie, on a eu l'impression pendant longtemps que ça ne servait pas à grand chose, que c'était une goutte d'eau dans un grand verre. Là aujourd'hui, on a quand même vraiment l'impression que les changements se font dans l'état d'esprit, parce que déjà il y a de la communication nationale qui se fait. Je pense que l'État a vraiment réagi par rapport à l'industrie, par rapport à l'apprentissage aussi. Qu'il y a de la part des entreprises beaucoup d'investissements qui se font aujourd'hui parce que elles croient en l'avenir, en développement. La filière, je pense aujourd'hui, est vraiment une filière en plein essor, donc ça se sait, ça se dit. Et l'arrivée des nouvelles technologies aujourd'hui a aussi changé l'image de l'industrie. Aujourd'hui, si on prend par exemple, nous avons 2 centres d'excellence en apprentissage sur la Bourgogne-Franche-Comté. Qui sont donc des centres d'apprentissage donc liés à notre branche, et on peut trouver dans ces centres d'excellence qui sont tout récents, tout neufs, des nouvelles technologies qui sont liées à la fois à la fabrication additive, au numérique, au data, à l'IoT, aux robotiques, cobotique, la vision industrielle, enfin toutes ces technologies-là qui sont encore très très nouvelles et parfois qui ne sont pas encore intégrées dans les entreprises, elles existent avec des formations diplômantes, qualifiantes, et qui là attire les jeunes. Donc on est véritablement sur une évolution des métiers. Demain, ces métiers-là seront les métiers des entreprises. Alors on gardera toujours bien sûr des soudeurs, des usineurs, des chaudronniers, des techniciens de maintenance, mais ces métiers-là seront améliorés, seront robotisés, sont déjà dans certains cas robotisés. On a vraiment des évolutions significatives qui permettent justement d'être aussi plus attractifs dans nos métiers. Donc voilà, donc je le disais, les entreprises aujourd'hui se sont beaucoup s'investissent beaucoup encore donc pour intégrer des nouvelles personnes dans leur entreprise. Tout un tas de dispositifs existent aujourd'hui, que ce soit pour intégrer des gens qui sont très éloignés de l'emploi, très éloignés de nos métiers, avec des accompagnements qui sont très concrets, très pratiques, que ce soit des jeunes ingénieurs qui veulent faire leur carrière dans l'industrie, que ce soit des gens qui veulent se former pour avoir une formation complémentaire et qui sont déjà salariés quelque part. En tout cas, tous les profils sont aujourd'hui identifiés, analysés pour pouvoir, je dirais, coller à un parcours de formation et les intégrer dans une entreprise. Donc les entreprises jouent énormément le jeu aujourd'hui, que ce soit les grands ordres ou les sous-traitants, les grands donneurs d'ordre ou les sous-traitants,
pour pouvoir, par ces différents moyens de formation, intégrer ces gens. Et nous avons, par exemple, créé avec EDF, donc en cofondation EDF et UMM, une école de production sur Châlons. Alors il y en a plusieurs dans d'autres secteurs, mais sur Châlons, elle est basée sur le métier de l'usinage, qui est un métier extrêmement sensible et en tension, donc dans l'industrie, notamment dans le nucléaire. Et nous accueillons donc des jeunes mineurs qui sont des jeunes parfois avec un parcours très compliqué, et qui vont passer un CAP, donc leur permettant ensuite de préparer un bac et ensuite, pourquoi pas, d'aller au-delà et de terminer un parcours professionnel dans une entreprise avec une très belle carrière à la clé. Donc on peut très bien passer par des parcours un peu compliqués parfois au départ, en tout cas qui peuvent paraître l'être, mais qui pour autant sont des clés pour un vrai succès pour la personne et pour l'entreprise. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Logerette pour cette présentation très complète. Bien sûr avec nous pour les questions. Il y en a déjà qui arrivent et auxquelles vous allez pouvoir répondre. Mais c'est vraiment très intéressant. Nous terminons ce tour de table avec Jean-François Debost qui dirige Nucléaire Valais, le pôle de compétitivité du nucléaire civil en France, historiquement installé en Bourgogne-Franche-Comté et soutenu également depuis quelques années par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-François Debost, vous allez nous présenter le pôle en quelques chiffres, votre vision du dynamisme de la région Bourgogne-Franche-Comté dans la filière nucléaire et nous donner quelques exemples de projets sur ce territoire. Nous vous écoutons. Alors, on vous entend pas, monsieur Debost. Alors, on va essayer de régler ça, monsieur Debost, avec la régie. Et vous pouvez refaire un petit test, nous parler. 1, 2, 1, 2. Non, on vous entend. On vous entendait tout à l'heure, on ne vous entend pas. Je vais passer à quelques questions pour Madame Logerette, d'ailleurs, parce qu'on est finalement on est dans le thème. On retrouvera Jean-François juste après. Est-ce que l'histoire de l'industrie métallurgique en région Bourgogne-Franche-Comté permet quand même d'attirer des jeunes? Est-ce que cette histoire, Monsieur Gless nous parlait tout à l'heure, et on pourra lui poser la question aussi, Monsieur Gless nous parlait de 200 ans d'histoire du site du Creusot. Est-ce que cette histoire, est-ce que cet héritage permet d'attirer des jeunes? Sont-ils conscients de cet héritage local? Alors, c'est à dire, on a effectivement, je pense, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, ici où c'est très très industriel, effectivement, une vraie culture industrielle. Ça, c'est sûr. C'est un atout. C'est-à-dire que les jeunes ont été élevés dans des familles où systématiquement 1, 2, 3 personnes de la famille ont travaillé dans des grands donneurs d'ordre, chez des grands donneurs d'ordre ou dans des sous-traitants donc de l'industrie et connaissent les métiers. Quand on parle de soudage, d'usinage, en général dans les familles, on sait de quoi on parle. Et cette culture-là, elle est forte, effectivement. Donc c'est un atout. Mais par contre, l'histoire peut aussi jouer contre nous, et c'est toute la difficulté de la filière nucléaire et de la filière métallurgie. C'est que on a connu des périodes très compliquées. Et on a des familles qui ont aussi connu des situations complexes, bien entendu, de chômage, de perte d'emploi, de réduction d'effectifs. Donc, fatalement, cette connaissance de la culture de la métallurgie et de l'industrie est un atout, je dirais, pour intégrer une entreprise, pour avoir la culture d'une entreprise industrielle. Par contre, il peut y avoir des craintes liées à certaines histoires du passé qui ont peut-être fragilisé l'image de l'industrie de façon générale. Ça, aujourd'hui, les entreprises travaillent énormément sur leur image. La filière travaille beaucoup sur son image. La métallurgie, globalement, aussi. Et on a quand même la chance d'avoir dans cette région de grands donneurs d'ordre qui ont une très belle image, je dirais, à l'extérieur et qui permettent aux sous-traitants, justement, de grandir avec eux. Et je pense qu'on a réussi ces dernières années, justement, à donner une image bien meilleure de l'industrie que celle qui avait pu être laissée par une histoire passée un peu compliqué quand des grands donneurs d'ordre se restructurent et puis massivement doivent se séparer de personnes et mettre des familles en difficulté. Donc aujourd'hui, je pense que la chance que l'on a maintenant, c'est que l'on peut dire que notamment la filière nucléaire a une durabilité, qu'elle a vraiment un avenir, que c'est pas pour 1 an, pour 2 ans, qu'il y a vraiment des projets de façon très importante. Et c'est ça qui permet aux jeunes de se sentir concernés par ces métiers et de vouloir l'intégrer parce que ça rassure tout le monde. Voilà.
Très bien, merci de votre réponse. Jean-François Debost est revenu avec nous. Bonjour, et on vous écoute sur Nucléaire Valley et la filière nucléaire en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, Nucléaire Valley, quelques mots, hein, c'est un organisme parapublic donc, qui a été créé en 2005 sous l'égide des établissements de Framatome, d'EDF, de l'Université de Bourgogne et puis évidemment du Conseil régional à l'époque Bourgogne et puis l'ENSAM de Cluny, qui réunit aujourd'hui plus de 330 adhérents, dont 56% de PME, TPE, et qui porte 3 missions. Notre première mission, c'est la délégation de service public que nous avons, c'est-à-dire qu'on accompagne des projets de R&D, des projets collaboratifs, pour les rendre éligibles à des aides publiques en vue d'une présentation à un guichet de financement, qu'il soit régional, national ou européen. On a quelques exemples concrets sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On a labellisé ces 3-4 dernières années pour environ 40 millions d'euros de projets d'assiette budgétaire, embarquant à peu près une vingtaine d'entreprises d'organismes du territoire. Et nous sommes allés chercher 17 millions d'euros d'aide publique pour faire en sorte que ces projets voient le jour et puis faire en sorte que ces projets accélèrent et créent de l'emploi sur le territoire. Donc ça, c'est notre première mission, l'accompagnement, le montage de projets collaboratifs en matière de recherche, développement et d'innovation en vue de leur présentation à un guichet de financement public. Deuxième mission, qui est plutôt une mission d'ailleurs qui nous est confiée par les conseils régionaux et le premier d'entre eux, donc la région Bourgogne-Franche-Comté, que je remercie parce que c'est un partenaire historique du pôle, au même titre que la CUCM. Je ne sais pas si David Martis, le président de la CUCM, est toujours en ligne, mais je tiens à le remercier parce que c'est également un partenaire historique, tout comme le Grand Chalon, Sébastien Martin, qui nous accompagne aussi quasiment depuis, je dirais, la création du pôle. Donc l'animation économique, concrètement, c'est qu'on aide les entreprises à faire du business. Voilà. On les connecte entre elles, on les connecte avec les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient français ou étrangers, au travers de l'organisation d'événements. Nous en avons organisé un au mois de novembre dernier, qui a réuni plus de 420 entreprises. Nous avons eu 2500 participants aux différents ateliers qui se tenaient sur 4 journées, et surtout, nous avons organisé plus de presque 1200 rendez-vous B2B en ligne entre des PME, des TPE, des ETI et des grands donneurs d'ordre de notre filière. Enfin, troisième et dernier axe sur lequel nous intervenons, donc c'est la formation et l'emploi. Donc on accompagne les entreprises au travers de leurs besoins. Donc pour ce faire, on a un partenariat en région avec l'UMN, donc les équipes d'Isabelle, que je remercie. Donc on est présent sur des forums emploi, donc pour relayer les offres d'emploi des membres de l'association vers les étudiants ou les personnes en recherche d'emploi que nous rencontrons. On participe également au travers de présentations directement dans les écoles, je dirais à la présentation des différents métiers de notre filière, des différentes carrières qu'on peut y mener. Monsieur Gless l'a expliqué tout à l'heure, on a la chance d'être dans une filière industrielle qui est très résiliente au regard de la crise sanitaire et de la crise économique que nous sommes en train de vivre collectivement. C'est une filière souveraine qui embauche en région, puisque plus de 80, presque 90% aujourd'hui des entreprises qui interviennent dans cette filière sont françaises, ont des établissements en région. Je ne sais pas si ces chiffres ont été donnés tout à l'heure, mais en région Bourgogne-Franche-Comté, on a à peu près 500 établissements qui interviennent en direct pour notre filière. C'est à peu près 130-140 entreprises industrielles qui ont leur siège en région. Donc, ce sont autant d'entreprises qui embauchent et qui forment en local. Et je crois que ça, c'est un point important à noter aujourd'hui. Toujours dans le domaine de l'emploi, parce que je sais que c'est un sujet qui a été évoqué aussi en avant-propos. Donc, effectivement, dans le cadre de France Relance, et j'y reviendrai par la suite, nous sommes en train d'accompagner un projet qui s'appelle aujourd'hui Atome Campus, qui est simplement le campus des métiers du nucléaire, qui a été rebaptisé Atome Campus. Donc, qui est un projet qui agrège aujourd'hui une trentaine d'acteurs en formation publique, privée de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais également de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui vise à connecter ces organismes de formation, qui vise à rendre visible vis-à-vis des personnes en recherche d'emploi,
vis-à-vis des personnes en recherche de contrat de qualification, vis-à-vis, je dirais, d'étudiants qui cherchent à poursuivre leurs études. Donc, ce projet vise à mettre en visibilité l'ensemble des formations prodiguées par ces organismes, vise à les connecter entre eux, parce que c'était aussi une surprise quand on a commencé à discuter de ce projet-là avec l'ensemble des organismes qui sont membres de notre association, c'est qu'ils ne se connaissent pas forcément. Et on s'aperçoit que sur un même territoire, on peut avoir des formations complémentaires qui ont intérêt à travailler ensemble pour permettre, je dirais, d'avoir un continuum de formation pour les personnes qui souhaiteraient rentrer dans notre filière, et puis qui vise également à connecter à la fois les organismes de formation publics. Donc, je vais donner quelques exemples, l'Université de Bourgogne, l'IUT de Chalon, l'IUT du Creusot, l'IUT GMK Automatisme de Montbard, à les connecter avec des organismes de formation et des entreprises industrielles, puisque le centre de formation de Framatome, donc au Creusot, qui est dirigé par Christophe Pellereau, est aussi membre de ce projet que nous allons bientôt déposer. Et donc, ça connecte, on met en relation, on aide à mettre en visibilité les formations d'un territoire, et le cas échéant, on regarde les besoins des entreprises, parce que c'est important que, je dirais, les formations qui sont prodiguées collent aux besoins des industriels qui embaucheront ensuite les personnes qui seront formées. Eh bien, on pourra également, au travers de ce programme, de ce projet, créer de nouvelles formations s'il s'avère qu'on en a besoin sur telle ou telle partie du territoire. Alors, c'est une région, et l'a dit Jean-Claude Lagrange tout à l'heure, qui innove beaucoup. On a la chance, effectivement, d'avoir des grands industriels, d'avoir un écosystème, organismes de formation, écoles, centres de recherche, ça a été évoqué tout à l'heure, laboratoires, publics, privés, tout un parterre de TPE, PME, qui font qu'aujourd'hui, et je n'hésite pas à le dire, le sud du territoire, on le compare à la Silicon Valley, je dirais, de la métallurgie française. On va retrouver, je dirais, toutes les compétences, les métiers, les savoirs dont on a besoin pour faire évoluer, je dirais, notre filière dans le domaine de l'industrie 4.0, de l'intelligence artificielle, de la métallurgie des coûts, qui est je dirais, un domaine d'avenir qui a été évoqué tout à l'heure par Frédéric Bernard, sur lequel il y a beaucoup de sujets en ce moment et qui intéresse évidemment vraiment notre filière. Alors, qui innove beaucoup, et j'en veux pour preuve, je dirais, le volet nucléaire de France Relance, puisque la France, l'État français a décidé de soutenir notre filière, qui est une filière souveraine d'avenir, à hauteur de 470 millions d'euros, dont presque la moitié sont fléchés sur des dispositifs de R&D et d'industrie du futur. Et donc, il y a un appel à projet qui a été lancé le 18 novembre dernier, qui a donné lieu à une première relève de projet fin janvier et une deuxième relève de projet pas plus tard qu'hier à midi. Et donc, dans ce cadre-là, le pôle a accompagné plus de 130 entreprises, et c'est d'ailleurs un record pour notre association, sur plus de 58 projets qui ont été déposés pour une assiette budgétaire de l'ordre de plus de 300 millions d'euros. Avec évidemment des projets qui embarquent une vingtaine d'acteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté pour une enveloppe budgétaire de l'ordre d'un peu plus de 25 millions d'euros. Donc, on a de très beaux projets, de très belles entreprises, et notre rôle à nous, pôle de compétitivité, c'est de les accompagner et puis d'accélérer leur développement pour qu'elles puissent créer de la richesse, de l'emploi en local, et puis répondre aux enjeux de la filière que la filière française a aujourd'hui. Le pôle est également partenaire d'une initiative régionale portée par le CETIM et un collectif le collectif des 7 pôles et clusters de la région qui s'appelle Dedicated, donc qui est un programme européen aujourd'hui qui va être financé au travers des fonds Horizon Europe, donc qui est le fonds européen qui va prendre la relève des fonds du guichet Act 2020 en fin d'année. Et donc, ce programme, si évidemment notre consortium est retenu et on le souhaite, va nous permettre d'aider les entreprises, et notamment les PME du territoire, à monter en compétences dans les métiers du numérique, du jumeau numérique, de la transformation numérique. Que ce soit au niveau évidemment des formations des collaborateurs de ces entreprises-là, mais que ce soit également sur la partie achat de matériel de licence. Donc, on est plus que jamais, je dirais, en pointe sur ces sujets-là, et force est de constater, et je m'en réjouis, que la région a de très beaux atouts, de très belles entreprises à faire valoir, et a toute sa place, plus que jamais, occupe une place prépondérante dans la filière nucléaire française, puisque ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Claude,
C'est plus de 12 000 emplois aujourd'hui qualifiés, puisque à peu près 40% des emplois sont portés par des États, on a à peu près 30% de cadres. Et donc c'est une filière qualifiée. Les entreprises en région, on en est fiers d'être à côté d'elles pour les aider à monter en compétences et faire en sorte qu'elles puissent continuer de se développer et d'embaucher sur de beaux territoires. Voilà au niveau, je dirais, d'une présentation du pôle et puis de l'actualité du pôle en matière, notamment sur le sujet François Lance, qui est un sujet qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, vous l'imaginez. Très bien, merci beaucoup Jean-François Debost. On revient vers vous sans doute avec des questions dans les minutes qui viennent. Merci à tous les trois pour vos interventions. J'ai plusieurs questions. J'en ai beaucoup sur l'emploi, sur le recrutement et on va continuer sur la première question que j'avais posée à Madame Logerette tout à l'heure et peut-être que Monsieur Gless peut y répondre. On parlait de l'attractivité de ces métiers, de cette métallurgie-là, qui est quand même encore bien spécifique. Il y a une question qui nous dit ces dernières années, les métiers de l'industrie n'attiraient plus trop, une image sale entre guillemets de l'industrie, lourde. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un retournement aujourd'hui, notamment à travers l'arrivée des nouvelles technologies, qui fait que on travaille beaucoup sur des machines numériques. Voilà, est-ce que c'est une réalité? Et Monsieur Gless, tout à l'heure, Madame Logerette nous répondait, mais je voudrais bien avoir votre avis sur l'héritage. Vous nous parliez de 200 ans d'histoire pour le site du Creusot. Est-ce que cet héritage aujourd'hui est plus un boulet ou plus un atout pour recruter, attirer des jeunes talents? Monsieur Gless. Oui, vous m'entendez là? Je vous entends très bien. Ok, très bien, parfait. Oui, non, en fait, c'est un énorme avantage, hein. Déjà, je crois que le Creusot, aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire. C'est un site qui a plus de 200 ans, qui a montré qu'il a toujours été leader à travers toutes les périodes au service du nucléaire civil français, mais aussi de la défense. Tous les programmes de propulsion nucléaire, les programmes de la marine, des sous-marins, des porte-avions, et puis on délivre aussi d'autres secteurs. Si on parle de l'attractivité, moi je vais prendre l'exemple du Creusot, on était à peu près 200 à 220 personnes il y a 2 ans et demi. Nous sommes aujourd'hui à plus de 350. Donc il y a environ 120 personnes qui ont intégré le site sous des métiers et statuts différents en l'espace de 2 ans. Ce qui montre, l'attractivité, 2, la capacité à recruter, à trouver des bons profils. Le turnover, donc les sorties sont extrêmement minimes. Et chose qui peut paraître surprenante, mais qui montre aussi l'efficacité de l'intégration des transmissions de savoir, dans cette même période, tous les indicateurs de l'usine sont en progrès. Absolument tous. Les indicateurs de sécurité, qui est une règle d'or, une priorité numéro 1, les indicateurs de sûreté, les indicateurs de qualité, les indicateurs d'évolution même de notre carnet de commandes, la capacité à les prendre, du taux de service, des temps de traversée dans l'usine, du bon de premier coup en général, je dirais. Et c'est le reflet de ce que Madame Logerette avait dit tout à l'heure, j'aurais traduit par l'acronyme SVP, c'est savoir, vouloir et pouvoir. Voilà. Donc ces métiers demeurent vraiment attractifs et nous réfléchissons d'ailleurs dans l'usine à continuer à communiquer autour de ça. Un de nos credos, c'est justement la culture d'entreprise, cette capacité à intégrer. On l'a dit tout à l'heure, les jeunes et les anciens, ceux qui viennent et qui n'avaient pas de diplôme, hein, je vais y revenir, ceux qui viennent qui sont diplômés, ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui travaillent dans les usines en régime posté. Oui, et également donc d'entretenir cette passion. Je profiterai pour faire peut-être le relais avec Madame Logerette aussi, et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres facteurs de progrès dans l'usine, à travers la qualité, la recherche et le développement, l'innovation, les investissements, hein, c'est 20 millions d'euros investis en 2 ans rien que pour notre site, c'est plus de 500 millions à l'échelle de Framatome société, hein. J'insiste aussi sur le fait que nous donnons régulièrement la chance à des personnes qui sont sans diplôme ou qui ont changé d'activité, d'intégrer le site, de côtoyer des plus seniors et de monter en puissance. Et lorsqu'on a évoqué tout à l'heure les partenariats avec l'UIMM, nous sommes très fiers des CQPM, les certificats de qualification paritaire métallurgique,
pour lequel nous avons des promotions en cours dans le métier de l'usinage. Il y en a du côté de nos collègues de Châlons dans le soudage. On en a dans le domaine de la forge, prochainement dans les contrôles non destructifs, tous les systèmes qui permettent, par des voies de contrôle ultrasonique par exemple, de contrôler la qualité de la matière. Et aujourd'hui, ces formations-là, elles peuvent être destinées à des gens qui ont des diplômes et à d'autres qui n'en ont pas. On a parlé tout à l'heure des centres d'excellence en usinage et autres. Ce sont autant d'exemples qui montrent qu'avec de la bonne volonté et surtout un travail en réseau, je crois que cette convention le montre, hein, Nucléaire Vallée, l'UMM, la CUCN, les représentants locaux, nos partenaires, les syndicats, je crois que tout le monde aujourd'hui est mobilisé pour entretenir cette réussite, hein, et le savoir-faire du Creusot qui a plus de 2 siècles, il continue. Je crois que la visite, on l'a aussi la visite du président de la République en décembre, 4 ans après être venu témoigner son soutien au site. Ça a été un énorme témoignage aussi de soutien, de confiance, de projection dans l'avenir. Aujourd'hui, tous nos modes de raisonnement et les projets que l'on développe s'inscrivent. On a parlé tout à l'heure de 20 ans, je crois que c'est au moins l'horizon de temps qu'il faut se donner pour développer la société et continuer à l'ancrer. Alors, on vous a perdu, monsieur Gless, mais peut-être qu'Isabelle Logerette pourrait réagir à ce que vient de dire monsieur Gless. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Est-ce que vos adhérents partagent cette vision d'attractivité? Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait être compliqué. Oui, alors effectivement, au niveau de la vision, alors c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué ces temps-ci. Donc, si on demande aux entreprises ces jours-ci si elles sont optimistes et si elles ont une vision d'avenir, ça sera peut-être un peu compliqué d'avoir un oui. Mais malgré tout, hormis en dehors de ce contexte très particulier, on sent quand même que globalement, l'industrie et l'industrie nucléaire focalisée donc sur cette convention, véritablement, on sent que les choses redémarrent et qu'il y a de l'avenir. Les entreprises réinvestissent aujourd'hui. Tout à l'heure, Jean-François Debost parlait donc des financements et notamment du plan de relance. Très clairement, aujourd'hui, on a accompagné beaucoup d'entreprises et notamment des PME sur des projets d'investissement parce qu'aujourd'hui, elles croient donc en ce redémarrage et en cet avenir industriel. Je pense qu'il y a globalement aussi, si l'image de l'industrie a évolué, c'est que tout le monde s'y est mis, je dirais, pour parler positivement de l'industrie. C'est la difficulté qu'on a eue pendant des années, c'est qu'on ne parlait pas positivement de l'industrie, ou très peu. Aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit les institutionnels, que ce soit les entreprises elles-mêmes, on finit par croire en l'avenir et croire que c'était possible de changer les choses. L'arrivée des technologies, tout à l'heure, je l'ai évoqué, l'arrivée des nouvelles technologies nous aide, c'est certain, mais en plus de ça, je pense que c'est vraiment un élan général pour pouvoir redémarrer, parler positivement des choses, et ça c'est essentiel pour que ça marche, hein. La pensée positive, elle est réelle, elle existe, et dès l'instant qu'on y croit, les choses se font naturellement. Si on veut attirer de jeunes talents, ou de moins jeunes talents, mais des talents, quels qu'ils soient, c'est en parlant positivement de ce que l'on fait. Et les entreprises, peut-être pendant longtemps, et notamment je pense aux PME, ont peut-être eu du mal à parler positivement d'elles. Les dirigeants sont souvent des gens assez modestes, en tout cas humbles plutôt, devrais-je dire, qui parlent pas d'eux, mais c'est justement en parlant d'eux, de leur propre carrière, de leur propre évolution, de ce qu'ils ont pu faire, de la façon dont ils s'en sortent aujourd'hui et des marchés qu'ils ont pu récupérer, que l'on peut positiver. Aujourd'hui, quand on emmène des jeunes étudiants ou des élèves dans des PME, des toutes petites PME de 10-15 personnes, et qu'ils se rendent compte que ces PME travaillent à 95% à l'international, que la secrétaire, elle parle en anglais couramment, souvent les jeunes sont totalement surpris parce qu'ils n'avaient pas cette vision de l'industrie, d'une petite entreprise, parfois perdue au milieu de nulle part, qui a cette évolution-là et cette analyse-là. Donc c'est vraiment à nous de valoriser ça et de parler positivement de ce que l'on fait pour donner envie. J'ai une réaction en ce sens, exactement. Le nucléaire a commencé l'évolution de son image. La jeune génération est très active à l'international pour changer cette image. Ne devrait-on pas mettre en avant ces témoignages, évidemment? J'imagine que dans les salons, quand ils existent, dans les rencontres avec les jeunes, vous mettez ça en avant. Je sais que la métallurgie le fait de manière générale. J'imagine que vous le faites aussi à l'UMM. J'ai une question, Isabelle Logerette, et peut-être
Voilà, pour vous. Est-ce que vous pouvez aller chercher aussi des compétences qui viennent d'autres régions? Qu'est-ce qu'il en est de l'attractivité du territoire? Évidemment, à l'intérieur, hein, on a compris tout à l'heure qu'il y avait cet héritage, le grand-père avait travaillé ici, etc. Ça pouvait être lourd, ça pouvait être un atout selon Monsieur Gless. Est-ce que vous allez chercher des compétences ailleurs qu'en Bourgogne-Franche-Comté? Ah oui, mais toutes les compétences qui veulent venir en Bourgogne-Franche-Comté, on les prend, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est très très demandeurs et justement la visibilité que l'on veut se donner, c'est justement pour toucher au-delà de notre région. D'ailleurs, Nucléaire Vallée n'est même pas un pôle ni Bourgogne, ni Bourgogne-Franche-Comté, ni Bourgogne-Franche-Comté-Aura, c'est au-delà de ça, c'est national. Donc je pense que la filière, elle ne peut qu'avoir une vision nationale. D'ailleurs, aujourd'hui, on a notre cabinet, nous, RH Conseil, qui recrute des techniciens d'intervention sur site nucléaire pour Framatome, mais pas Framatome forcément du secteur ici, encore que un peu sur Chalon. Et en fait, ce sont des recrutements qui se font France entière. Dès l'instant qu'on touche des personnes qui sont mobiles, parce que c'est souvent ça la difficulté. Dès l'instant qu'on touche des personnes mobiles et qui sont prêtes à jouer le jeu de la mobilité, nous, bien entendu, au contraire, je pense que tous unanimement, ce que l'on veut, c'est amener de jeunes talents donc dans notre région. Très bien, merci. Laurent Gless, vous êtes avec nous. Une question pendant que vous êtes encore là, une question qui s'adresse à vous. Alors, je suis désolé, hein, elle est posée comme ça. J'espère qu'elle ne va pas vous fâcher. Les usines ont connu des problèmes de qualité ces dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est derrière nous aujourd'hui? Et comment vous préparez-vous pour les nouveaux EPR? Je crois que la connexion de Monsieur Gless, je pense pas que ce soit ma question qui l'ait vexé, mais je crois que sa connexion est instable. Jean-François Debost, vous êtes avec nous? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le nucléaire sur le numérique? Est-ce qu'on est plutôt en retard ou plutôt en avance? Et est-ce que c'est un facteur d'attractivité du secteur? Alors, la filière est en train d'engager, d'accélérer sur la transformation numérique de ses procédés. Donc non, on n'est pas en retard, ça c'est très clair. Alors ce qui est bien important de comprendre, c'est que la plupart des entreprises qui composent cette filière sont multisectorielles. Hein. Je vais donner un exemple, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, sur les 160 entreprises industrielles que j'évoquais tout à l'heure, plus de 500 établissements, une entreprise sur deux travaille dans le ferroviaire, une entreprise sur deux travaille dans les énergies dites renouvelables. Une entreprise sur deux travaille évidemment dans le domaine de la défense. Donc on voit aujourd'hui que les entreprises effectivement qui composent notre filière, parce qu'elles travaillent effectivement également dans d'autres filières, ont mis en place, je dirais, des programmes de transformation numérique. Aujourd'hui, au niveau de la filière nucléaire française, donc il y a de très gros projets. Hein. On a des projets comme le réacteur numérique, on a la plateforme Genesis qui est portée par le GIFEN, qui est une plateforme qui vise justement à connecter l'ensemble des intervenants qui interviennent sur un site nucléaire pour qu'ils puissent avoir la documentation à jour, toutes les informations directement en ligne. Donc voilà, il y a énormément de programmes qui sont lancés, à la fois par les grands donneurs d'ordre, à la fois par le GIFEN, qui est notre syndicat filière, hein, qui a d'ailleurs une commission numérique qui est très très active, qui est présidée par Corinne Spilios, qui est issue du groupe Orano, avec beaucoup de sujets, beaucoup de projets à la fois au national et en local. Donc, pour rejoindre ce que dit, ce qu'évoque Isabelle, la filière évidemment se doit d'attirer les jeunes, c'est important. On a un vrai déficit d'image, c'est très clair. On est une industrie qui peut être parfois clivante, hein. Donc c'est à nous, organismes, entreprises, d'aller, je dirais, dans les écoles, dans les amphis, sur les forums emploi, en partenariat avec Pôle emploi, pour présenter les métiers d'avenir, présenter effectivement, casser quelque part les images d'Épinal qu'on peut avoir. Hein. Je vous invite à visiter les sites Framatome, ou même la plupart des PME aujourd'hui. Hein. On pourrait presque manger par terre. Vous voyez des robots. Isabelle le disait tout à l'heure, les particularités des entreprises de notre filière, c'est qu'elles exportent beaucoup. C'est le cas de plus de 57% des entreprises de la Bourgogne-Franche-Comté.
donc avec des gens qui parlent anglais, avec des carrières à l'international. Donc tout ça, ce sont autant d'éléments, je dirais, qui contribuent, qui doivent contribuer à l'attractivité, qui doivent, je dirais, convaincre les jeunes de nous rejoindre, parce qu'encore une fois, c'est une filière qui recrute beaucoup en France, en local, avec des métiers où on peut évoluer tout au long de sa carrière, des métiers qui vous permettent également d'avoir une vie familiale. Je crois que c'est important quand on interroge les étudiants, ils souhaitent, ou les personnes en recherche d'emploi, ils souhaitent, si possible, avoir, je dirais, trouver un job de proximité, et on a la chance d'avoir, je dirais, des entreprises qui la composent, qui sont au sein même de nos territoires, et parfois même depuis plusieurs générations. Hein, si j'en veux pour preuve, je dirais l'historique du bassin du Creusot. Donc c'est toute cette image, tous les projets aussi. Hein, effectivement, on n'a jamais eu autant de projets dans le nouveau nucléaire, que ce soit sur les MMR, les SMR, donc les réacteurs de moyenne et petite puissance. Jean-Claude Lagrange parlait tout à l'heure du projet Grand Carénage, hein, qui est effectivement la rénovation du parc nucléaire français, au travers notamment de toutes les modifications liées à la 4e visite décennale des réacteurs 900 MW et 1300 MW, avec une charge importante à venir dans les 10 ans qui viennent, donc au sein de centrales françaises basées en France. On a énormément de charges à venir. Et donc, effectivement, tout ça, tous ces éléments-là, qui sont très positifs, eh bien, c'est à nous, je dirais industriels, c'est à nous, organismes, d'aller les présenter, les porter pour convaincre les jeunes de nous rejoindre. Merci Jean-François Debost. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Je vous demanderai des réponses un peu plus courtes, même si elles sont très intéressantes, mais comme ça on en prendra plus. Isabelle Logerette, une question pour vous, puisque vous êtes transfilière. L'attractivité est aussi liée à la capacité à proposer des emplois aux conjoints. Le bassin d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté est-il suffisamment étendu pour répondre à cette demande ? Bon, c'est-à-dire que régulièrement, effectivement, on nous sollicite sur le fait que lorsque l'on veut intégrer donc des personnes d'âge mûr qui déjà travaillent dans des entreprises, si on veut les intégrer sur notre territoire, il faut pouvoir proposer quelque chose aux conjoints. On travaille pas tout seul là-dessus, on travaille avec les coms d'agglo, notamment, que ce soit le Creusot, que ce soit Châlons ou d'autres secteurs, parce que on peut avoir des idées d'accompagnement les uns les autres sur ces sujets-là. Donc je ne sais pas comment répondre à votre question. Je ne sais même pas si c'est une question de taille, mais on a, je dirais, un nombre d'entreprises très important sur la Bourgogne-Franche-Comté. On a une filière industrielle très forte. On a des sous-traitants, des grands donneurs d'ordre, donc de quoi quand même quelque part pouvoir intéresser et plaire à un conjoint. Après, selon le métier que le conjoint donc souhaite intégrer, la difficulté peut être plus ou moins importante. Mais oui, bien sûr, on le fait régulièrement en tout cas. Très bien. Jean-François Debost, les entreprises de la filière sont-elles impactées par la crise due au Covid qui impacte aussi les autres secteurs? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est une filière souveraine, plutôt, alors même si comparaison pour comparaison, mais il s'avère que, en tout cas durant les 2 premières périodes de confinement, c'est une filière qui, je dirais, a peu souffert, moins souffert que les autres, évidemment si on se compare à l'automobile ou à l'aéronautique. Nous, quand on interroge les entreprises qui sont très nucléaires, elles ont un carnet de commandes plutôt chargé, donc c'est une bonne nouvelle pour elles et puis évidemment pour l'emploi. Après, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la plupart des entreprises qui composent notre filière sont multisectorielles. Et donc, vous pouvez avoir sur un même territoire, si je prends l'exemple par exemple du Creusot, dans la même zone industrielle autour de Monceau, une PME qui est très automobile, un peu nucléaire, donc qui va souffrir. Et donc nous, notre rôle, ça va être essayer de l'accompagner pour voir dans quelle mesure on peut l'aider à trouver d'autres business auprès de notre filière. Et puis, à quelques kilomètres de là, toujours dans la même zone industrielle, une PME qui, elle, est très nucléaire, qui est à la fois impliquée sur la maintenance du parc, donc en rang 2 ou en rang 3, hein, évidemment, ou sur des projets de nouveaux nucléaires. Et elle a un carnet de commandes garni avec, et c'est une des particularités des problématiques de recrutement, parce que on a aujourd'hui 65% des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui travaillent pour notre filière connaissent des problèmes de recrutement. C'est un paradoxe, c'est ainsi.
On recherche des automaticiens, on recherche des usineurs, on recherche des soudeurs. Donc, en synthèse, une filière qui souffre moins que les autres, mais je dirais des disparités en fonction du poids du chiffre d'affaires nucléaire dans l'entreprise. Très bien. Isabelle Logerette, une réflexion qui vient nourrir ce qu'on s'est dit précédemment. Améliorer l'attractivité en jouant sur la qualité de vie dans la région. Les citadins, depuis la période de confinement, bougent dans leur certitude. Les citadins viennent peut-être plus dans les zones moins citadines. C'est une question de communication et de marketing et de travail industrie-région. Voilà, le message est passé, mais je pense que vous travaillez et que vous faites feu de tout bois pour faire venir ces talents, on l'aura compris. Une vraie question pour vous, Isabelle Logerette. Est-ce que les efforts de développement des compétences de la filière nucléaire servent aussi aux autres secteurs industriels de la région Bourgogne-Franche-Comté ? Oui, parce que la filière nucléaire en Bourgogne-Franche-Comté, ce ne sont pas des métiers spécifiques de la filière, ce sont des métiers industrie, donc souvent transverses déjà à la filière métallurgie. Donc c'est une qualité, en même temps c'est une difficulté parce que effectivement tout le monde recherche les mêmes métiers, mais effectivement c'est transverse à toute l'industrie métallurgique et même l'industrie globalement sur certains métiers, je pense notamment à la maintenance. Très bien, merci. Laurent Glès, on fait un essai, je crois que vous êtes revenu en ligne. Une question pour vous. Vous m'entendez, Monsieur Glès? Oui. J'espère que ça ne va pas vous fâcher et que c'est pas pour ça que vous avez quitté la réunion tout à l'heure. Les usines ont connu des problèmes ces dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est derrière nous aujourd'hui ces problèmes de qualité? Ah ben clairement, hein, aujourd'hui je crois qu'il y a eu un travail énorme de fait ces dernières années, un travail sur la culture, l'intégrité, les procédures, la formation, les verrouillages par la technologie, les systèmes de surveillance. Ces travaux ont été faits en coopération avec de nombre d'instances et des organismes d'inspection extérieure ainsi que l'autorité de sûreté nucléaire. On a des contacts réguliers, des suivis continus, des suivis inopinés. Et nous avons repris progressivement, au rythme des autorisations, toutes les mises en fabrication. Et aujourd'hui, nous sommes fiers des réussites en cours, garnis de commandes, et l'expérience montre que nos produits sont de très grande qualité. On est assis sur un grand savoir-faire et aujourd'hui, on va continuer à être un acteur phare dans le développement du nucléaire civil et de la défense. Et ces témoignages de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure nous ont été rendus et nous rendons l'appareil. Et c'est à l'image de la résilience et du grand développement de ce site historique de plus de 2 siècles qui continue aujourd'hui à être en pôle position et qui est en passe de devenir une référence mondiale. Voilà. Allez, une dernière question pour vous et pour ouvrir sur l'avenir, Monsieur Glès. Est-ce que vous prenez déjà des dispositions pour préparer la production pour les nouveaux EPR et qu'est-ce qu'il faudra faire pour être prêt? Ah ben, tout à fait, ces dispositions sont prises depuis maintenant de nombreux mois, à travers justement tout le programme qu'on appelle Juliette, donc le programme en fait de standardisation, de capacité à répliquer les meilleures procédures, les meilleurs schémas de traversée. Donc c'est un programme qui traite aussi bien de la production documentaire, de la qualité, des compétences, des procédures, des différents tests, et qui a déjà été testé tout au long de la chaîne. On est en train de le dérouler et de le préparer. Et d'ailleurs, c'est à l'image, quelque part, de nos carnets de commandes. Les carnets de commandes de Framatome Monde, mais aussi ceux du Creusot et de Saint-Marcel, juste à côté, nos voisins, sont aujourd'hui remplis pour les 4 prochaines années. On a 20% d'augmentation de commandes en plus et on est déjà en train de faire toutes les étapes requises et en concert avec toutes les parties prenantes. C'est vraiment un exercice majeur, coopératif et plein de réussite. Très bien, merci beaucoup Laurent Glès. On va conclure cette table ronde, mais on va quand même laisser un petit mot de conclusion. Je sais qu'il a envie de parler, Monsieur le Vice-président Jean-Claude Lagrange. On a beaucoup parlé d'attractivité de la région, d'efforts de la région conjointement aux entreprises, aux industriels. Je vous laisse quelques mots rapidement pour conclure là-dessus, s'il vous plaît. Oui, merci de me passer la parole parce que ce terme attractivité
les problématiques emploi par rapport à l'industrie est très générale. On peut parler de la filière nucléaire, ça a été évoqué, pour toutes les filières industrielles. Et je trouve que les exemples qui viennent d'être donnés à partir du Creusot, de Châlons, mais globalement de tous les sites de ces villes moyennes, parce que finalement la région est structurée autour de villes moyennes industrielles, je pense que c'est un bon exemple de résilience et de mobilisation des acteurs, que ce soit des pôles, que ce soit des entreprises, des syndicats. Et moi j'ai plutôt tendance à dire que aujourd'hui les clubs d'entreprise l'ont compris, Isabelle ou le représentant de Monsieur Claes le savent bien, les DRH ensemble travaillent parce que le problème de Framatome, c'est aussi le problème Alstom, c'est aussi le problème de PSA. Donc on a vraiment besoin tous ensemble de revaloriser ces métiers qui sont des métiers de haute qualité maintenant, de qualification, et avec des nouvelles technologies. On a parlé du numérique, de l'imagerie, etc. Et autant le dire, dans un confinement avec 10 km autour d'une usine, on peut être dans la vigne, on peut être dans la campagne, avoir à proximité des services publics de qualité, une université pas très loin. Donc voilà, venez travailler ou restez travailler en Bourgogne-Franche-Comté pour le nucléaire ou pour toutes ces industries. Ça peut être un mot de la fin, voilà, merci. Eh ben, ça nous va très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jean-Claude Lagrange. Merci à tous nos intervenants, Laurent Glès, Isabelle Laugerette, Jean-François Debost. C'est la fin de cette table ronde emploi, formation, innovation en Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi la fin de cette session Bourgogne-Franche-Comté de la Convention des territoires de la SFEN en partenariat avec le GIFEN. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de cette Convention des territoires à 16h, dans quelques instants, à 16h, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, secteur Lyon. Bon après-midi, merci de votre attention.